Comme dirait Ron Simmons, merde. Les troupes russes auraient crié cela, mais c'était un autre barrage qui posait problème. Ce barrage empêchait l'eau d'inonder un réservoir à Belgorod, ce qui est justement le rôle d'un barrage. L'Ukraine a vu cela et a eu une idée. Frappez le barrage et vous emportez les Russes. C'est ce qu'a fait l'Ukraine. Une frappe de drone a transformé un barrage russe en une arme géante, et l'inondation qui en a résulté a créé de sérieux problèmes pour Poutine et ses acolytes. Le 20 juillet, la chaîne Telegram Pepel Belgorod a annoncé la nouvelle. L'Ukraine venait tout juste de mener une frappe de drone dévastatrice qui a causé de sérieux dégâts au barrage situé dans le district de Tchebekinsky, à Belgorod. Le barrage se trouve au principal réservoir de Belgorod, et il semble que l'Ukraine l'ait visé le 19 juillet. Et ce n'est pas tout. Comme l'a rapporté la même chaîne, les tentatives de remplir et restaurer le barrage sont aussi gênées par des drones qui continuent d'attaquer le barrage lui-même, ainsi que le personnel et les machines qui s'en approchent. En d'autres termes, les attaques de l'Ukraine n'ont pas cessé. Leurs drones ont causé la plupart des dégâts souhaités. La prochaine étape consiste à empêcher la Russie d'effectuer des réparations et à frapper tout personnel militaire qui s'approche trop près. L'Ukraine souhaite que l'eau continue de couler, et comme vous le verrez, l'eau est déjà un problème majeur pour la Russie. Mais d'abord, les dégâts. Medusa rapporte qu'une section de l'évacuateur de crue du barrage, d'environ 30 mètres de long, a été endommagée par la frappe de drone, et que l'eau s'y engouffre à un rythme alarmant. Les évacuateurs de crue sont des structures de sécurité intégrées à un barrage ou construites à côté, et servent à évacuer en toute sécurité les eaux de crue d'un réservoir une fois que celui-ci est plein. L'élément clé ici, c'est le contrôle. L'eau passe toujours au-dessus, autour ou à travers le barrage, mais elle est dirigée de manière à ne causer aucun problème. Le barrage de Belgorod a essentiellement perdu l'un de ses déversoirs, ce qui signifie que l'eau qu'il était censé contrôler n'est plus dirigée là où elle doit aller. En plus de cela, l'Ukraine semble également avoir mené une frappe directe sur la route qui longe la crête du barrage. Détruire une route ne provoque pas d'inondation, bien sûr. Cependant, cela rend beaucoup plus difficile pour les équipes de réparation russes d'atteindre le déversoir endommagé. Ils doivent contourner la route pour atteindre leur destination. La tâche est difficile car la crête du barrage est étroite. Nous avons aussi évoqué des attaques ultérieures. Un rapport du 21 juillet de l'agence AA indique que des drones lancés après la frappe principale compromettent davantage le barrage de Belgorod. Les équipements hydrauliques ont aussi été touchés, provoquant une nouvelle fuite d'eau à contrôler, en plus de celle due à la destruction du déversoir. Des alertes retentissent à Belgorod. Les autorités préviennent qu'en cas de nouvelles attaques, une brèche plus importante pourrait se former dans le barrage, ce qui pourrait inonder plusieurs localités et entraîner l'évacuation de milliers de personnes. C'est déjà en bonne voie de se produire. Militarny donne plus de détails, en notant que la première montée des eaux a conduit la rivière Nezagol, qui longe Chebekino, à se remplir rapidement au point de sortir de son lit. Les infrastructures et bâtiments des rives de la rivière commencent déjà à être inondés. Et la situation pourrait empirer à mesure que l'Ukraine poursuit l'assaut. À Beziadovka, qui se trouve en aval de cette rivière, nous avons également constaté une montée du niveau de l'eau. Et dans la rue Popadi, dans ce secteur, les habitants signalent la formation d'un lac qui rend le passage des véhicules et des piétons extrêmement difficile. Les habitants de Belgorod sont habitués à ces inondations, cela leur est déjà arrivé. En octobre 2025, l'Ukraine avait lancé une attaque similaire de drones, visant le même barrage de Belgorod que celui touché le 19 juillet. Nous avions déjà vu une stratégie similaire. Une attaque de drone a ouvert une brèche, provoquant la montée des eaux du fleuve. L'Ukraine a lancé d'autres frappes pour retarder les réparations et provoquer plus d'inondations dans les régions voisines. Robert Brovdi, commandant des forces de système sans pilote ukrainiennes, a confirmé quelle unité était responsable de la frappe et évoqué certains dégâts. Le réservoir de Belgorod s'est fissuré aujourd'hui, et, depuis la frappe initiale, l'eau a baissé de 100 cm. La frappe a été menée par les drones du premier centre séparé des forces de système sans pilote, selon Brovdi. Les photos satellites sont apparues après la frappe d'octobre, montrant l'ampleur spectaculaire des inondations. La zone autour de Beziadovka s'est retrouvée recouverte d'eau, ce qui signifie que la localité était presque encerclée, a rapporté Excel Exonova+. Le média a précisé que le gouverneur régional de Belgorod est resté étrangement silencieux, ce qui laisse entendre que, selon la chaîne Telegram, la racaille essaie d'étouffer l'incident, selon les meilleures traditions soviétiques. Cette fois, ce ne fut pas le cas. Les dégâts causés par l'Ukraine au barrage de Belgorod en juillet sont indéniables, et des avertissements d'évacuation circulent. Après la frappe d'octobre sur le barrage, le niveau d'eau du réservoir voisin est resté bas plus d'un mois.
L'Ukraine espère un résultat similaire cette fois. À ce stade, vous avez peut-être quelques inquiétudes qui vous trottent dans la tête. L'Ukraine semble avoir frappé ce que beaucoup jugeraient être une cible civile. Les localités près du barrage de Belgorod sont directement touchées, et la Russie qualifie cette frappe d'attaque terroriste menée par des drones ukrainiens. L'Ukraine répondrait à ces préoccupations par deux arguments. C'est une vengeance, et le barrage de Belgorod a plus d'importance militaire qu'on ne le croit. Question vengeance, la Russie n'en est pas à son coup d'essai dans la destruction de barrages. Si elle pense que cela pourrait nuire à l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, on peut remonter jusqu'au début de l'invasion, pour voir qu'en septembre 2022, des missiles russes ont touché le barrage du réservoir à Kryvyi, dans le sud de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l'attaque de terroriste, soulignant que ce barrage n'avait aucune valeur militaire. Cela signifie que la Russie n'avait aucune justification pour attaquer. Ce n'est pas le cas pour le barrage de Belgorod, comme vous le verrez. Presque un an plus tard, en juin 2023, la centrale hydroélectrique de Kakhovka à Kherson a été détruite. Ce barrage, l'un des 6 situés sur le fleuve Dnipro, retenait un réservoir si immense que les habitants l'appellent la mer de Kakhovka, car il est si vaste qu'à certains endroits, on ne peut même pas voir la rive opposée. Cette attaque était plus complexe que la précédente attaque contre un barrage. L'OTAN et l'Ukraine ont accusé la Russie de la destruction du barrage, tandis que Moscou a imputé les dégâts à une frappe ukrainienne, selon la BBC. Cette hypothèse paraît peu probable, car cela impliquerait que l'Ukraine ait attaqué ses propres infrastructures. Mais cela aurait aussi mis en danger des milliers de ses citoyens. De plus, selon la BBC, le barrage a été construit spécifiquement pour résister à un impact puissant venant de l'extérieur. Ainsi, sa destruction totale aurait plus probablement été causée par une explosion interne. Comme la Russie occupait la zone du barrage, il est donc plus probable qu'elle l'ait fait exploser, possiblement lors d'une opération sous fausse bannière. L'idée ici, c'est que la Russie n'en est pas à sa première attaque contre des barrages. Pour l'Ukraine, la frappe contre le barrage de Belgorod, le 19 juillet, est un cas de représailles. Si la Russie peut le faire sans être punie, alors l'Ukraine peut attaquer des barrages pour porter la guerre chez les Russes en représailles. Cependant, comme souvent avec les frappes ukrainiennes, cette attaque n'était pas qu'une vengeance. Malgré les dires russes, le barrage de Belgorod a une utilité militaire, ce qui en fait une cible légitime pour l'Ukraine. Avant d'expliquer cette utilité, rappelons que vous regardez l'émission Militaire. Vous n'êtes pas encore abonné ? Qu'attendez-vous ? Nous publions chaque jour des vidéos sur les derniers développements de la guerre en Ukraine et sur d'autres événements militaires mondiaux. Les civils proches du barrage de Belgorod n'ont pas été les seuls touchés par la frappe ukrainienne. La Russie a des brigades stationnées dans la région environnante. 4 d'entre elles en fait, dont la plupart sont situées près du village de Grafivka, qui se trouve en aval de la rivière qui déborde à cause des attaques de drones ukrainiens. Nous l'avons appris lors de l'attaque ukrainienne contre le barrage en octobre 2025, lorsque RBC Ukraine l'a révélé. Les inondations qui en ont résulté ont touché une série de bunkers utilisés par les 68e, 116e, 128e et 136e brigades des forces armées russes. Cela offre une nouvelle perspective sur l'attaque récente du barrage de Belgorod par l'Ukraine. N'oubliez pas, Belgorod est une région frontalière. Sa proximité avec l'Ukraine en fait un lieu idéal pour lancer des frappes et envoyer des soldats en Ukraine. 4 brigades entières en aval du barrage ne restent pas simplement à Belgorod sans raison. Ils sont là pour une raison. La nature de cet objectif n'est pas totalement claire. Cependant, nous savons que la Russie a utilisé Belgorod comme base de lancement pour des attaques contre l'Ukraine. Déplacer 4 brigades, même si ces brigades n'ont pas été anéanties par les inondations, provoque de la désorganisation et du chaos, ce qui est positif du point de vue des opérations ukrainiennes. Un autre aspect à considérer concerne l'eau qui s'écoule désormais en grande quantité du barrage de Belgorod. Vous pourriez croire que l'Ukraine voulait surtout provoquer l'inondation en attaquant le barrage. Cela explique en partie la situation, mais l'histoire de l'eau russe s'échappant du barrage est plus complexe. Pour comprendre cette histoire, revenons à la frappe d'octobre 2025, sur le barrage de Belgorod. À cette époque, la Russie tentait de s'emparer de plus de territoires dans la région ukrainienne de Vovchansk. Au 26 octobre, Poutine affirmait que la Russie contrôlait environ 70% de la région. Sa mission dès lors était de franchir la rivière Vovcha, ce qui posait problème. Quand elle coule, la Russie a beaucoup de difficultés à la traverser. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales,
comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Un été très sec en Ukraine avait déjà causé des problèmes, selon un communiqué du 16e corps d'armée ukrainien. L'ennemi a cherché à exploiter une fenêtre d'opportunité après une sécheresse et un été très chaud. Les rivières Siversky Donets et Vovcha étaient asséchées, facilitant la logistique ennemie. Parallèlement, des réserves étaient accumulées et il restait assez de feuilles sur les arbres. Cela a entraîné une forte hausse de l'activité vers Vovchansk, selon nos communiqués du corps. En d'autres termes, le niveau de l'eau de la rivière Vovcha était bas, et cela était sur le point d'offrir à la Russie un moyen de traverser beaucoup plus facilement et rapidement. Si cette traversée a lieu, la Russie pourrait alors s'enfoncer davantage dans Vovchansk. Faire exploser les barrages de Belgorod a envoyé de l'eau suffisamment loin pour remplir les rivières qui étaient à sec. Quels que soient les plans que la Russie avait pour une traversée, ils ont été déjoués. Avançons jusqu'en juillet 2026. Et quelque chose de similaire semble sur le point de se produire. L'Ukraine, comme une grande partie de l'Europe, a été frappée par des vagues de chaleur pendant une grande partie de l'été. En fait, elle était en tête de l'Europe fin mai en termes de chaleur, avec des températures dépassant 30 degrés Celsius dans de nombreuses régions. Des pics de chaleur plus intenses ont accentué la pression sur le réseau énergétique ukrainien en difficulté, selon Euronews. Le principal problème de l'Ukraine est que la Russie tente toujours de faire passer ses troupes de l'autre côté de la rivière Vovcha. Les soldats de Poutine ont qualifié les eaux de cette rivière de piège mortel. Ils doivent encore tenter des traversées, souvent à 2 ou 3, pour s'approcher des positions ukrainiennes en face. Traverser cette rivière est essentiel pour toute tentative russe de pénétrer plus profondément, à la fois dans Vovchansk et dans la région plus large de Kharkiv. Ces facteurs suggèrent que l'Ukraine a répété sa frappe d'octobre sur le barrage de Belgorod pour maintenir l'écoulement de la rivière et tenir les soldats russes à distance. L'inondation affectant 4 brigades est positive, mais si l'Ukraine retire les troupes russes au-delà de la Vovcha pour le reste de l'année grâce à cette attaque, c'est un avantage majeur à long terme pour la défense ukrainienne. La destruction du barrage du réservoir de Belgorod n'est pas l'attentat terroriste que la Russie veut vous faire croire que c'est. La destruction de ce barrage sert plusieurs objectifs militaires. Malgré tout, nous ne pouvons ignorer que cette frappe touchera les civils à Belgorod. Même si l'Ukraine ne compte pas attaquer directement ses civils, elle dirait aussi que faire pression sur le peuple russe est une tactique militaire légitime qu'elle vient d'employer. Comment ça ? L'impact psychologique des attaques à Belgorod augmente la pression sur Poutine pour qu'il mette fin à l'invasion de l'Ukraine. Les habitants de Belgorod semblent plus épuisés que d'autres par la guerre interminable de Poutine. Habitant près de la frontière, ils ont vu la guerre revenir chez eux à cause de l'Ukraine pendant des années. À 2 reprises, en 2023 et 2024, les forces ukrainiennes sont entrées dans le village de Kozinka, à Belgorod, ce qui a causé la destruction partielle du village lors des combats. Dans la ville éponyme de l'oblast, des abris anti-bombes, des filets anti-drones sur les bâtiments et des barricades aux arrêts de bus ont été installés. Ceci devait être temporaire, mais cela ressemble de plus en plus à des signes durables que la guerre lancée par Poutine n'est pas aussi unilatérale qu'il le disait. Aujourd'hui encore, les habitants de Belgorod souffrent à cause de la guerre de Poutine. Le 7 juillet, le New Voice of Ukraine a signalé que des pénuries d'eau et des coupures de courant ont suivi une attaque nocturne provoquant plusieurs incendies à la gestion de la production linéaire des principaux gazoducs de Belgorod. Ce genre d'incident devient quotidien pour les civils de Belgorod, et beaucoup considéreront la dernière attaque ukrainienne contre un barrage avec un mélange d'exaspération et d'indignation. Encore un signe que la guerre de Poutine touche la Russie. On pourrait croire que l'exaspération et l'indignation, citées, visent l'Ukraine. Ce sont eux qui mènent les attaques contre Belgorod. Cependant, ce n'est pas le cas. Épuisés par la guerre, les habitants de Belgorod sont surtout lassés du conflit,
et beaucoup sont bien plus en colère contre Poutine que contre l'Ukraine. On en voit des cimes partout. Dans un rapport du TET, 28 janvier, The Economist a révélé qu'un site d'information local nommé Phoner avait mené un sondage posant diverses questions aux habitants de Belgorod sur la guerre de Poutine. Environ 25% ont déclaré être dévastés et déçus que cela soit arrivé. Un nombre similaire affirmant que la guerre avait mis leur vie en suspens. Mais le résultat le plus révélateur est venu de la question demandant si les personnes interrogées avaient apporté de l'aide aux Russes participant à la guerre. Seulement 6% ont répondu qu'ils l'avaient fait. Ce qui montre que beaucoup à Belgorod n'ont jamais soutenu la guerre, et voient peut-être l'action de l'Ukraine comme un mal nécessaire pour finir le conflit. On peut aussi remonter à mai 2023 et à un reportage intéressant de Newsweek. Le média a rapporté les propos d'Anton Gerashchenko, qui était alors vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine. Gerashchenko a affirmé que des membres de la Légion de la Liberté de la Russie, un groupe paramilitaire de citoyens russes qui combattent Poutine, lui avaient rapporté que certains habitants de Belgorod faisaient des demandes intéressantes. Des habitants de Belgorod nous ont demandé de mener une opération de maintien de la paix dans la région, car ils en ont assez d'être bombardés, a déclaré le membre de la Légion. Les habitants demandaient à un groupe pro-ukrainien d'agir autant que possible, y compris pénétrer dans Belgorod, pour tenter de stopper les combats. En somme, une invasion amicale par les partisans de l'Ukraine. Cela ne s'est jamais produit, mais cela éclaire différemment les frappes de l'Ukraine à Belgorod. La Russie cherche à faire passer l'Ukraine pour un agresseur, mais le soutien à la soi-disant opération militaire spéciale à Belgorod semble bien plus faible que le Kremlin ne veut le croire. De nombreux habitants de la région se sont abandonnés par la Russie, exposés aux attaques ukrainiennes, à cause de l'importance militaire de Belgorod et de sa situation frontalière, ce qui la rend plus vulnérable que la plupart des autres. L'Ukraine en est très consciente. Le Kiev Post rapporte que Brovdi lui-même a fait allusion à des stratégies ukrainiennes visant à susciter la colère du peuple russe pour faire pression sur Poutine. Brovdi a dit vouloir accentuer le sentiment négatif en Russie, afin d'accroître les tensions et provoquer un processus destructeur dans le pays. Ce sentiment négatif grandit, non seulement à Belgorod mais dans toute la Russie. Dans un rapport du 1er juillet, TVP World a indiqué que l'Institut ukrainien de conflictologie et d'analyse de la Russie avait mené un sondage téléphonique auprès de 1600 Russes interrogés. 81% ont affirmé qu'ils soutiendraient la fin de la guerre dès demain si cela était possible, et 58% ont déclaré que mettre fin à la guerre devrait être la priorité absolue de Poutine, ce qui lui permettrait de se concentrer sur l'amélioration de la situation financière de la Russie. En guise de conclusion, 73% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles s'opposeraient à une seconde vague de mobilisation, ce qui suggère que la plupart préféreraient que la fin de la guerre passe par des négociations de paix plutôt que par de nouveaux combats. Tout cela nous ramène au barrage du réservoir de Belgorod. Une nouvelle attaque contre ce barrage répond à plusieurs objectifs militaires clairs. Peut-être que le plus important dans cette frappe est qu'elle rend une population déjà épuisée par la guerre, à Belgorod, encore plus en colère contre Poutine, qui les a mis dans cette situation, puis semble les avoir abandonnés. Qui sait ? Belgorod pourrait même finir par être la première région russe à se soulever ouvertement contre Poutine, en signe de protestation. Ses habitants ne semblent pas blâmer l'Ukraine pour leur situation. C'est leur dirigeant qui est responsable de tout ce qui se passe. La pression sur ce dirigeant augmentera sûrement si ces attaques continuent. Malheureusement, il semble peu probable que Poutine s'arrête avant d'obtenir ce qu'il veut, peu importe le temps que cela prendra, le nombre de morts ou le chaos qu'il provoquera en Russie. Le chaos en Crimée continue. Alors que d'immenses boules de feu engloutissaient le détroit de Kertch, la Russie a compris que l'Ukraine visait les installations électriques de la Crimée. La Russie a peut-être compris, mais ne pouvait rien faire. Les occupants ont été plongés dans l'obscurité, alors que Kertch s'est retrouvé plongé dans le noir. Honnêtement, ces occupants s'habituent. L'obscurité, le manque de carburant et le message répété de l'Ukraine affirmant que la seule sortie de Crimée est visée sont devenus la norme. Alors que Poutine ne peut rien faire pour protéger la péninsule, censée être le bastion de la Russie. Partez maintenant, c'est le message que l'Ukraine envoie aux Russes en Crimée. Un grand événement se prépare, et vous ne voudrez pas vivre illégalement en Crimée quand cela surviendra. Alors que coups de feu et explosions secouaient la région occupée de Kertch, les autorités russes sont paniquées, et à juste titre. Après des jours d'attaques contre la navigation dans la mer d'Azov, ces frappes continuent. L'Ukraine a visé des installations électriques dans une région pouvant servir de voie d'évacuation aux centaines de milliers d'occupants russes installés en Crimée. Le Kiev Post donne des informations essentielles dans un rapport du 15 juillet, où il indique que des coupures de courant totales ont été signalées dans toute la ville de Kertch, le jour de son rapport. Ce n'est pas non plus l'Ukraine qui vante ces résultats.
Ivan Kocheil, chef fantoche de l'administration de Kertch, a annoncé de mauvaises nouvelles à son peuple. Après l'attaque de drones ennemis, Kertch est totalement sans électricité. Les systèmes vitaux utilisent des alimentations de secours. Tous les services municipaux participent aux opérations de rétablissement d'urgence. Complètement privés d'électricité. S'il y a bien une chose que le grand protecteur Poutine était censé pouvoir faire, c'était d'empêcher l'Ukraine d'infliger quelque chose comme ça aux Russes, à qui il avait dit de s'installer en Crimée. La chaîne Telegram Crimean Wind a documenté la réaction paniquée des Russes face à l'attaque de l'Ukraine. Elle a rapporté que des abonnés sur place à Kertch ont signalé de fortes explosions secouant cette région clé de la péninsule. La Russie, après des mois à voir ses défenses aériennes avancées détruites par les drones ukrainiens, semblait seulement déployer des groupes mobiles de tir dans une stratégie aveugle, sans réussir à stopper les attaques contre les installations électriques de Kertch. Dans ce contexte, la Russie a aussi voulu éviter un cauchemar de propagande. Le même canal Telegram indique que la Russie a stoppé toute circulation sur le pont de Kertch. Pourquoi ? La Russie redoutait-elle que l'Ukraine détruise le pont de Kertch ? Poutine voulait-il empêcher les occupants de Crimée de rejoindre la Russie continentale pour révéler la réalité sur ces péninsules censées être une forteresse russe ? Quoi que la Russie ait essayé de faire, rien de tout cela n'a aidé. Outre Kertch, plusieurs localités des districts nord-ouest et est de Crimée connaissent aussi des coupures de courant, selon New Voice of Ukraine. Des équipes de réparation étaient déjà sur place, mais il est impossible de dire quand l'électricité sera rétablie. Même si elles réussissent, l'Ukraine a encore assez de drones pour redétruire les sous-stations réparées et d'autres infrastructures. Et comme si tout cela n'était pas déjà assez grave pour les occupants de Kertch, la compagnie des eaux contrôlée par la Russie, qui dessert la péninsule de Crimée, Voda-Krima, a signalé que la pression de l'eau avait été réduite dans 9 districts. Tout cela à cause de l'urgence qui affecte le réseau électrique de Kertch. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de carburant, pas d'espoir. Voilà ce que l'Ukraine a fait de la vie de nombreux occupants qui ont cru aux promesses de Poutine selon lesquelles la Crimée deviendrait une destination de luxe qui ne pourrait jamais échapper au contrôle russe. Et malgré tout cela, l'Ukraine n'a pas attaqué directement les civils. Elle envoie simplement de messages, encore et encore. Nous rendrons votre vie infernale jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut quitter la Crimée définitivement. Évidemment, quelqu'un informé uniquement par le ministère russe de la Défense ignorerait tout cela. Alors que le régime fantoche en Crimée a paniqué au point de livrer un semblant de vérité à son peuple, le ministère russe de la Défense a fait ce qu'il fait toujours. Ignorer le succès de l'Ukraine et prétendre que les défenses aériennes russes fonctionnent. Le ministère a déclaré que les défenses aériennes russes avaient abattu 93 drones ukrainiens lors de la nuit où l'Ukraine a coupé l'électricité à Kertch. La destruction de drones a été signalée au-dessus de la Crimée, ainsi que sur la mer Noire et la mer d'Azov, et dans plusieurs régions frontalières russes, notamment Koursk, Briansk, Rostov et Belgorod. La tête dans le sable. La Russie revendique une défense réussie face au chaos causé par les drones ukrainiens en Crimée. Le ministère de la Défense a peut-être remis la vérité gênante des coupures de courant frappant une région clé de Crimée. Les habitants n'avaient pas besoin du ministère pour entendre la vérité. Ils avaient besoin que la Russie mette fin à ce qui se passe en ce moment dans toute la Crimée, notamment en ce qui concerne le ciblage des installations électriques par l'Ukraine. Ce qui s'est passé à Kertch n'est pas un cas isolé, il y a une situation plus large en jeu. L'Ukraine cible le réseau énergétique de Crimée depuis des semaines, avec une campagne complète lancée fin juin et début juillet, rapporte le Kiev Post. L'Ukraine a appliqué le même schéma pour neutraliser les raffineries de pétrole russes. Elle frappe une première fois, puis recommence peu de temps après, et ensuite l'Ukraine répète les frappes, rendant les réparations inutiles. Nous avons vu cela à la centrale thermique à cycle combiné de Simferopol, où les drones d'attaque ukrainiens ont atteint leur cible lors de 3 raids aériens distincts menés entre le 20 et le 25 juin. Ces attaques ont déclenché une vague de frappes, dont la plupart visaient des centrales électriques, qui sont des nœuds dans un vaste réseau permettant d'alimenter les habitants de la Crimée en électricité. Les frappes contre le réseau énergétique, ainsi que les coupures de courant tournantes dans toute la Crimée, sont tout simplement devenues une caractéristique de la vie pour les occupants, à qui l'on avait dit qu'ils allaient s'installer dans l'équivalent russe de la Riviera, après la prise illégale de contrôle par Poutine en 2014. Même le 15 juillet, a apporté son lot de souffrance supplémentaire. Alors que Kertch luttait contre l'obscurité, les drones ukrainiens ont également attaqué la centrale thermique de Balaklava, à Sébastopol, qui est une autre cible récurrente. Les forces spéciales ukrainiennes indiquent avoir reçu l'aide d'un mouvement de résistance local lors de cette opération, qui a détruit la salle des machines de la centrale, et probablement endommagé le système de refroidissement d'une turbine Siemens SGT 5000E.
Siemens est une société allemande. L'Allemagne fait partie des pays ayant sanctionné la Russie. Si un équipement Siemens assurant l'alimentation électrique en Crimée est détruit, la Russie peinera à trouver les pièces pour le réparer. Les forces spéciales l'affirment, en déclarant que cette seule frappe, qui a touché une centrale qui, selon le Kiev Independent, fournit jusqu'à 50% de l'électricité utilisée en Crimée, a causé suffisamment de dégâts pour nécessiter entre 2 et 5 mois de travaux de réparation. C'est précisément le but, frapper avec précision pour que la Russie ait de sérieux problèmes. Ces frappes ont exactement l'effet que l'Ukraine souhaite. Après les frappes sur la centrale de Simferopol, le gouvernement fantoche de Crimée a dû déclarer l'état d'urgence à Sébastopol. Ne sous-estimez pas l'importance de cela, pour le moral et pour la propagande. La Crimée est censée être la forteresse de la Russie, le joyau symbolisant sa domination sur l'Ukraine, et, si Vladimir Poutine avait réussi, la première étape vers l'annexion totale du territoire ukrainien. Par la Crimée, toute l'invasion russe vers l'est et le sud de l'Ukraine était censée transiter. Et c'est ce qui s'est passé pendant un certain temps. C'est la panique sur la péninsule. Plus d'électricité, pénurie de carburant, et les drones ukrainiens continuent d'arriver. L'Ukraine peut se vanter de ses frappes, mais les vrais dégâts touchent Poutine et son image de protecteur du peuple russe. Kharkiv et Sébastopol ne sont pas les seuls à subir des coupures de courant et des gouverneurs fantoches paniqués. Le 13 juillet, UKRI Inform a révélé que les coupures de courant dans le district de Jankoï, en Crimée, duraient depuis une semaine entière à ce moment-là. La stratégie de l'Ukraine ne nuit pas seulement aux occupants russes. Comme l'explique le président du Majdis du peuple tatar de Crimée, Rafat Choubayrov, les partisans de la cause ukrainienne sont aussi touchés. Cependant, Choubayrov a déclaré qu'il s'agit d'une épreuve qu'il faut endurer, car l'objectif ultime est de libérer la Crimée afin que la vie s'améliore pour tous ceux qui vivent sous l'oppression russe depuis 2014. Nous exprimons notre sincère sympathie à tous les habitants de la Crimée qui attendent la libération de la péninsule des barbares russes et qui sont contraints de subir de nouvelles épreuves causées par l'occupation russe. Nous les remercions d'avoir gardé espoir et d'être restés fidèles à l'Ukraine malgré les difficultés et la répression. Choubayrov a déclaré dans un message pour encourager les soutiens de l'Ukraine à tenir bon. Vous pouvez surmonter cela, et il y a une lumière de plus en plus grande au bout du tunnel. Les frappes de Kerch, provoquant plus de coupures de courant, visent à affaiblir la Russie. Le pouvoir en place en Crimée a perdu le contrôle. Comme le disent les forces spéciales, frapper les installations de production d'électricité sur la tête de pont de Crimée réduit fortement les capacités offensives et défensives de l'armée russe, réduit son rythme opérationnel et la résilience de son soutien logistique. Ainsi, tandis que les occupants redoublent leur avenir dans l'obscurité, les soldats en première ligne dans l'Ukraine continentale sont forcés de lancer des assauts, malgré le manque de soutien dont ils ont besoin. Ce soutien n'arrivera pas. Les fournitures et les soldats sont bloqués en Crimée, et ils disparaissent de jour en jour. C'est un vrai problème pour Poutine. Derrière ce problème se cache une autre question. Nous l'avons évoqué plus tôt, l'emplacement des frappes ukrainiennes pour couper l'électricité est crucial. Avant d'expliquer pourquoi, rappel. Vous regardez l'émission Militaire. Si vous trouvez la chaîne instructive, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de ce que nous allons publier ensuite. Kerch n'est pas que n'importe quelle région de Crimée. C'est l'une des plus importantes, car Kerch et le pont qui relie Kerch au continent russe constituent la seule voie d'entrée et de sortie de la péninsule pour la plupart des occupants. Chaque fois que l'Ukraine lance une attaque à Kerch, peu importe la cible, la nation indique que le seul pont pour sortir pourrait devenir une cible ukrainienne à tout moment. Ça l'a déjà été, bien sûr. Aujourd'hui, l'Ukraine a la puissance de feu, et les défenses russes sont si faibles que des frappes isolées pourraient devenir une campagne pour détruire définitivement le pont. Si cela arrive, les occupants seront piégés dans l'enfer créé par l'échec de leurs dirigeants. L'Ukraine agit de manière très délibérée, en s'attaquant à tout ce qui se trouve à Kerch, sauf le pont de Kerch. Le commandant des forces des systèmes sans pilote, Robert Brovdi, l'a précisé le 14 juillet. Peu avant les attaques ayant plongé les colons illégaux de Kerch dans l'obscurité. Il n'y a pas de carburant en Crimée, et il n'y en aura pas. Brovdi s'est exclamé, ajoutant « Nous coupons les routes d'accès, pas les routes de sortie. Nous ne touchons pas au pont de Kerch, qu'il passe par là. Que ces millions de personnes repartent par ce pont, vers la Russie, et aillent vivre loin, au-delà de l'Oural, en paix. » Brovdi et l'Ukraine savent exactement ce qu'ils font ici. L'avertissement, c'est une chose. Les occupants de Crimée devraient en tenir compte. Mais l'Ukraine veut surtout créer ici un lieu où des milliers d'occupants cherchent désespérément à fuir par le pont de Kerch.
Nous avons déjà parlé des victoires de propagande. Celle-ci en serait une grande. Rien ne nuirait davantage à l'image de Poutine comme homme fort et protecteur de la Russie que de voir les Russes fuir la Crimée pour sauver leur vie. N'oublie pas que ces gens doivent aller quelque part. Ils deviendront réfugiés dans une guerre qui ne devait jamais toucher la Russie. Cela nuirait davantage à la réputation de Poutine. Ceux qui fuiraient la Crimée raconteraient les attaques de drones constantes, les pénuries de carburant, les coupures de courant et l'échec total des défenses russes à les protéger. Si cela peut leur arriver, cela peut se produire partout en Russie. C'est le message qu'ils apporteront. C'est une pression sur Poutine. La guerre est ramenée sur le sol russe. L'Ukraine maintient la pression. Le 17 juillet, le Kiev Post a rapporté que l'Ukraine avait réussi une nouvelle frappe à Kertch. Cette fois contre un centre ferroviaire du réseau logistique de la Crimée russe. Cette frappe a déclenché un incendie au centre ferroviaire, près du pont de Kertch. Encore une fois, le message est clair. Les incendies se rapprochent, tout comme les frappes. Partez maintenant, sinon le pont lui-même deviendra une cible. Rien de tout cela ne va s'arrêter. Certains questionnent la moralité des actions d'Ukraine, mais il faut rappeler qu'elles ne visent pas directement les civils. Cette tactique est celle de Poutine, pas de l'Ukraine. En réalité, l'Ukraine montre que la présentation de la Crimée par Poutine comme destination de luxe pour les Russes cache que la Russie en a fait une grande base militaire pour attaquer l'Ukraine. Juste un vernis de légitimité sur un autre instrument d'agression. L'ancien ministre de la Défense de l'Ukraine, Mikhailo Fedorov, souligne ce point en déclarant « La Crimée s'est essentiellement transformée en base militaire pour les Russes, leur permettant de continuer à occuper le sud de notre pays et de transférer des forces vers l'est. Il est essentiel de comprendre cela pour comprendre pourquoi l'Ukraine cible la Crimée comme elle le fait actuellement. La péninsule n'est pas un territoire innocent victime de pénuries de carburant et de coupures de courant répétées. Des centaines de milliers d'occupants russes en souffrent. Mais n'oubliez jamais que la Crimée a été utilisée comme rampe de lancement pour l'invasion initiale de l'Ukraine. La Russie continue d'utiliser la péninsule comme nœud logistique pour acheminer des fournitures vers l'Ukraine continentale, avec environ 50 000 soldats sur la péninsule. L'occupation de la Crimée par la Russie n'a rien d'innocent. L'Ukraine l'a révélé et compte exploiter l'avantage acquis. Ce qui s'est passé à Kertch s'inscrit dans une campagne bien plus large. Et l'Ukraine indique qu'il se prépare quelque chose de majeur pour la Crimée, que la Russie ne pourra gérer. On peut dire qu'un grand événement est déjà arrivé. Al Jazeera rapporte que les efforts de plusieurs mois de l'Ukraine pour isoler la Crimée ont déjà porté leurs fruits. Selon la chaîne, l'Ukraine dispose essentiellement de la maîtrise des tirs sur la péninsule, ce qui permet à l'Ukraine d'enfoncer la Crimée toujours plus profondément dans les crises d'électricité et de carburant qui y sévissent déjà. Les autorités fantoches ne peuvent rien y faire. Même lorsque Poutine essaie, et échoue souvent, à envoyer de l'aide depuis Moscou, ces autorités n'obtiennent même pas de calendrier pour un retour à la normale. La Crimée connaît désormais une nouvelle normalité. Et au-delà des attaques contre la Crimée elle-même, l'Ukraine aggrave les problèmes qu'elle a créés, en frappant des navires dans les eaux autour de la Crimée. La flotte fantôme qui soutient la Crimée sombre. Au 13 juillet, des attaques continuent contre les pétroliers de la flotte fantôme, les navires de ravitaillement et les ferries utilisés par la Russie pour transporter des fournitures avaient presque stoppé la circulation dans le détroit de Kertch, selon Brovdi. Au 16 juillet, l'Ukraine avait frappé 147 pétroliers en mer d'Azov et en mer Noire. 117 étaient des navires citernes, ravitaillant la Crimée en carburant. Ces attaques s'inscrivent dans une campagne de blocus logistique sur le continent ukrainien, visant les routes, les ponts et les camions qui acheminent ravitaillement et carburant vers la Crimée par voie terrestre. Le carburant manque dans les stations-service, et les coupures de courant s'allongent, affectant plus largement que jamais la Crimée. Vladimir Poutine se retrouve ainsi face à un double problème. D'abord, le bastion criméen est devenu l'une des principales faiblesses de la Russie. Les coupures de courant à Kertch ne sont qu'un symptôme d'une maladie qui ronge la Crimée. La militarisation et l'intégration économique avec la Russie continentale ont donné l'impression que la Crimée était invulnérable. C'est devenu un gouffre financier pour la Russie. Poutine ne peut qu'essayer d'envoyer carburant, soldats et matériel dans la péninsule. Quand ces approvisionnements arrivent, si tant est qu'ils arrivent, ils sont isolés et l'Ukraine les frappe. La Russie dépense encore pour en envoyer d'autres, que l'Ukraine frappe à nouveau. Des milliards sont injectés en Crimée, et c'est toujours la région occupée la plus vulnérable d'Ukraine. Une guerre débutée avec la Crimée finira avec la péninsule. Pour Poutine, son deuxième problème est sa crédibilité. Nous en avons déjà parlé. Poutine est censé être le grand protecteur. Depuis 2014, il dit aux Russes qu'il possède la Crimée,
et que l'Ukraine ne peut rien y faire. Tout ce que nous voyons actuellement à Kertch et ailleurs, dans et autour de la péninsule, prouve qu'il est un menteur. Comme l'a dit Jason Corcoran dans une tribune publiée le 16 juillet dans le Moscow Times, il semble que l'Ukraine ait compris ce que l'Occident a d'abord ignoré. Elle n'a pas à libérer la Crimée demain pour affaiblir Poutine. Si elle augmente progressivement le coût militaire et économique de l'occupation de la péninsule, tout en détruisant son image de station balnéaire vitrine de la Russie, la Crimée cesse d'être un atout et devient un fardeau. Chaque pénurie de carburant, vacances annulées ou dépôts endommagés affaiblit davantage l'image que Poutine a vendue aux Russes en 2014. Et c'est tout l'intérêt. Les occupants, qui ne peuvent rien faire d'autre que regarder les coupures de courant se succéder et les pompes se vider, se sont fait vendre de fausses promesses. Ils ne sont plus dupes des mensonges que Poutine aura racontés. Ils ne l'admettraient jamais publiquement, par peur de représailles. Mais cela reste incontestable. La Crimée devait être le joyau de la couronne de Poutine. C'est désormais un nœud coulant pour le dirigeant russe. Et il ne peut l'enlever sans révéler la vraie faiblesse de la Russie. Quant à Kertch, il n'y a plus d'électricité et les frappes continuent. Mais le pont tient toujours, tant que l'Ukraine le permet. La question est désormais, combien de temps l'Ukraine laissera aux occupants leur voie de fait? Le symbolisme de Poutine n'a qu'une portée limitée. Bloquer le pont de Kertch, comme l'a fait la Russie après les frappes, ne fera qu'attiser la colère. Le chaos règne en Crimée, et ce chaos est la clé de la libération. Voici la machine que les artilleurs russes ont appris à détester, mais qu'ils parviennent rarement à détruire. C'est un prédateur à roues offert à l'Ukraine par la Pologne. Elle est dangereuse, conçue pour la vitesse et difficile à neutraliser. Mais elle n'est pas sans difficulté. Aujourd'hui, nous allons voir exactement de quoi il s'agit, combien d'exemplaires sont déjà entre les mains des Ukrainiens, et vers où se dirige ce partenariat entre Varsovie et Kiev. Le véhicule en question est le KTO Rozomag, et le nom lui va bien. Rozomag signifie glouton en polonais. Comme l'animal, ce véhicule, plus petit que les autres prédateurs du champ de bataille, est conçu pour être robuste, rapide et quasi inarrêtable. Dans un sens plus technique, le Rozomag est un véhicule blindé de transport de troupes à 8 roues motrices, dérivé du Patria AMV finlandais, mais la conception remonte en réalité plus loin que ce que la plupart des gens pensent. La Pologne a formulé ses exigences initiales pour un nouveau transporteur à roues au milieu des années 1990. Les a finalisés en 1999. Et dès 2004, les premiers véhicules de pré-série sortaient de la chaîne, avec une coque rétrécie et des hélices agrandies par rapport au prototype finlandais d'origine. Les 2 premiers véhicules de série pour l'armée polonaise sont arrivés à Gdynia en mai de cette année-là, ont été équipés de leurs tourelles et ont reçu leur nom officiel lors d'une cérémonie en juin. Depuis lors, la Pologne a commandé bien plus d'1 millier de ces véhicules dans 16 configurations différentes. Des transporteurs de troupes standards au poste de commandement, en passant par le système de mortier automoteur RAK, dont nous reparlerons dans un instant. Il a combattu pour la première fois avec les troupes polonaises en Afghanistan, où un RPG a frappé le blindage frontal sans le percer. Ce cas n'était pas isolé. Les Rosomags polonais ont encaissé de multiples attaques en Afghanistan au cours des années suivantes, et même si le véhicule n'était pas invulnérable, ce premier bilan au combat a convaincu l'armée polonaise que la conception était assez solide pour continuer à miser sur cette conception. Ce pédigré de combat compte, car tout ce que les troupes ukrainiennes vivent actuellement avec lui dans le Donbass et autour de Kharkiv s'appuie directement sur les leçons que les Polonais ont déjà payées de leur sang il y a une quinzaine d'années. Commençons par le chiffre qui donne son titre à cet épisode. Sur le papier, la vitesse maximale sur route du Rozomag est indiquée à 100 km/h. Un chiffre récurrent dans les sources polonaises et ukrainiennes qui devrait déjà le classer dans une catégorie distincte de la plupart des véhicules chenillés sur ce champ de bataille. Puisqu'aucun véhicule à chenilles n'atteint une telle vitesse sur une route goudronnée. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant venant directement de l'équipage qui opère l'un de ces véhicules avec la 44e brigade mécanisée indépendante. Le tireur nous a dit qu'il pensait que le véhicule pouvait atteindre plutôt 120 km/h, mais nous n'avons pas pu vérifier ce chiffre avec une fiche technique officielle. Nous le considérons comme une impression personnelle du soldat plutôt que comme un chiffre confirmé. Mais que ce soit 100 ou 120, nous parlons d'un véhicule de combat à roues capable de distancer presque tout le monde sur ce front. Cette rapidité rend difficile pour les artilleurs russes de le viser avant qu'il ne soit déjà parti. Concernant le poids, on parle d'environ 22 tonnes dans la configuration de base, ce qui monte à 25 ou 26 tonnes selon le blindage ajouté. C'est propulsé par un moteur diesel développant environ 480 à 490 chevaux.
ce qui lui permet de transporter ce poids sur des pentes raides et terrains difficiles sans perdre la réactivité vantée par les équipages ukrainiens. Un conducteur interrogé, ancien conducteur de tracteur, T8 Hollande, de nouvelle génération dans le civil, il nous a confié que la transition l'avait surpris. Il n'avait jamais servi ni touché un VCI auparavant. Il a pourtant dit que la transmission automatique lui semblait assez familière. Seule la taille du véhicule et l'angle mort à droite étaient les seules vraies difficultés d'adaptation. Cela peut sembler un détail mineur, mais cela en dit long sur la façon dont cette plateforme est conçue. Elle est suffisamment tolérante pour que des soldats sans expérience préalable des blindés puissent atteindre un niveau de compétence opérationnelle en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. L'autonomie est un autre point fort. Selon la source, on observe des chiffres allant de 700 à 800 km avec un seul plein d'essence. Cela permet aux unités ukrainiennes de se repositionner sur de longues portions du front sans se préoccuper constamment de la logistique du carburant, tout en profitant d'une grande vitesse sur route. C'est un véhicule conçu pour aller vite, frapper fort et se repositionner avant qu'un tir de contre-batterie ou qu'un opérateur de drone ne puisse le localiser. Maintenant, parlons de la façon dont le véhicule inflige réellement des dégâts. La tourelle la plus couramment installée sur les Rosomags ukrainiens est la Hitfist 30P, conçue en Italie, une tourelle biplace équipée d'un canon automatique de 30 mm que les équipages ukrainiens décrivent comme rapide, précis et intimidant. Un rapport direct d'un tireur a indiqué qu'elle peut tirer 200 coups par minute et qu'à l'intérieur de la tourelle, c'est presque étonnamment silencieux. Dehors, a-t-il dit, c'est une toute autre histoire. Le canon peut tirer des munitions à éclatement en l'air programmables, très efficaces contre l'infanterie exposée, les véhicules légers et les hélicoptères à basse altitude. Et il est soutenu par une mitrailleuse de 7,62 mm pour les menaces rapprochées et rapides. Mais il y a un autre ajout intéressant qui n'apparaît pas dans la plupart de tableaux de données. La tourelle alimente les munitions par deux voies distinctes au lieu d'une seule banque commune. Cela signifie que l'équipage peut charger des obus explosifs d'un côté et des obus perforants de l'autre et passer instantanément de l'un à l'autre en fonction de la cible qui se présente. Pas besoin d'attendre qu'une bande d'alimentation défile. Pas de tâtonnement pour recharger en plein engagement. Si une escouade russe apparaît à découvert, il les frappe avec des obus explosifs. Si un véhicule légèrement blindé arrive quelques secondes plus tard, il passe aux obus perforants. Ce genre de flexibilité est précisément ce qui transforme une embuscade en un affrontement à sens unique. Il est également important de noter que cette tourelle, Hitfist 30P, n'est pas l'option la plus récente pour cette plateforme. La Pologne a déjà développé sa propre tourelle téléopérée appelée la ZSSW-30, qui retire complètement l'équipage de la tourelle et le place entièrement à l'intérieur de la coque blindée. Cela améliorera considérablement la survivabilité et permettra d'entretenir le canon sans que personne n'ait à s'exposer au-dessus du véhicule. Cette tourelle associe le même canon de 30 mm avec des missiles anti-chars guidés Spike LR. Et elle est conçue de façon à ce que, si un drone ou un éclat déclenche l'un de ces missiles, l'explosion soit dirigée vers l'extérieur plutôt que vers le compartiment de l'équipage. La Pologne a déjà signé des contrats pour équiper des dizaines de Rosomak standards et près d'une centaine des nouvelles variantes Rosomak L avec cette tourelle. Bien qu'aucun de ce matériel ne soit encore apparu en Ukraine, du moins d'après ce que nous pouvons confirmer, c'est un signal clair de la direction que prend toute cette famille de véhicules. Et il ne serait pas surprenant de voir cette même technologie de tourelle téléopérée finir par arriver à l'Est. En termes de protection, le Rosomak n'essaie pas d'être un char, mais cela ne veut pas dire qu'il est complètement sans défense. Le blindage frontal est conçu pour arrêter des balles de mitrailleuse lourde de 14,5 mm, et les flancs sont conçus pour résister aux tirs de fusil de 7,62 mm. Certaines configurations ajoutent un ensemble de blindage extérieur plus lourd qui améliore considérablement la protection contre des menaces telles que les grenades propulsées par roquettes et les engins explosifs improvisés. Ces kits de mise à niveau ont d'abord été conçus pour les véhicules polonais déployés en Afghanistan dans les années 2000. Le véhicule devrait aussi résister à une explosion de 6 kg d'explosifs sous la coque. C'est crucial car la plupart de la guerre se fait maintenant avec des mines et des explosifs improvisés enterrés dans la chaussée. Mais à ce stade, certains inconvénients surgissent. Le projet de suivi en source ouverte, Oryx, a documenté plusieurs pertes confirmées de Rosomax ukrainiens au cours de cette guerre. Le décompte de Wikipédia mentionne au moins 6 détruits et 1 endommagé récemment. Ainsi, même si ce véhicule n'est pas miraculeux et que ses équipages ne le jugent pas invulnérable, ce qui ressort dans presque tous les témoignages que nous avons trouvés, aussi bien de la part des équipages que dans les rapports en sources ouvertes, c'est le nombre de ces véhicules qui survivent à des impacts, ce qui aurait été fatal pour un engin moins protégé. Un équipage nous a raconté qu'il avait été ciblé à plusieurs reprises par des drones Lancet russes, parfois même alors qu'il était garé en position d'attente bien derrière la ligne de front, et que ces véhicules avaient subi des dégâts mais avaient survécu.
Les équipages s'en sont sortis indemnes. Les machines sont retournées à un dépôt de réparation, puis elles sont revenues en service. Cette capacité de survie, plus que n'importe quelle caractéristique technique sur le papier, est peut-être la principale raison pour laquelle les unités ukrainiennes continuent d'en demander davantage. Mais s'il y a une faiblesse à considérer, c'est la boue. Les équipages ont indiqué qu'ils fonctionnent mal dans la boue profonde, sauf si on diminue la pression des pneus via le système central de gonflage pour améliorer la traction. Cependant, si les pneus sont endommagés et que le véhicule utilise ses inserts anti-crevaison, il ne pourra parcourir qu'environ 20 km avant de nécessiter des réparations. Les commandants doivent donc toujours bien réfléchir aux itinéraires et options de récupération, ce qui peut être une contrainte tactique majeure lors d'une guerre sur des champs ouverts et des plaines inondables. Il y a aussi la prétendue capacité amphibie, qui permet aux Rosomak de franchir des obstacles aquatiques à environ 10 km/h, grâce à des hélices arrière et des déflecteurs d'étrave repliables. Cela paraît impressionnant sur le papier. Les équipages ukrainiens déconseillent son usage en combat, et à notre connaissance, les forces ukrainiennes n'ont jamais utilisé cette capacité de nage lors de cette guerre, selon tous les témoignages. Le véhicule devrait s'enfoncer dans l'eau jusqu'à une ligne de flottaison marquée et flotter correctement. Mais le risque pratique de se retrouver dans une rivière sous le feu ennemi semble l'emporter sur l'avantage. Il existe une courbe d'apprentissage souvent négligée. Un membre d'équipage a expliqué que maîtriser l'utilisation des portes arrière pour les troupes, aligner les verrous et fermer dans le bon ordre a exigé plusieurs jours d'entraînement intensif pour devenir un réflexe. Ce n'est qu'après ce travail de base que l'équipage a appris les systèmes de tourelles. Si les portes d'équipage sont bloquées ou endommagées, des trappes de secours sur le toit permettent aux 8 soldats transportés à l'arrière de sortir. Une redondance de conception ingénieuse. Mais cela souligne que c'est toujours une machine complexe qui demande du temps pour être maîtrisée, même pour des soldats motivés à l'apprendre rapidement. Vous vous souvenez de ce civil tout à l'heure qui disait que les commandes lui semblaient familières? Ce qui ne l'est pas, c'est l'énorme masse de la coque et les énormes angles morts que ces véhicules peuvent avoir. Dans certains cas, cela se surmonte par des passages répétés sur des parcours d'obstacles et des exercices de stationnement en créneau. C'est un petit aperçu de l'ampleur de cette guerre menée par des gens qui, il y a 2 ou 3 ans, conduisaient des tracteurs et des camions de livraison. Propulsés aux commandes de blindés aux normes de l'OTAN et censés les maîtriser très vite. Avant d'expliquer l'usage de ces véhicules, abonnez-vous à l'émission Militaire pour recevoir toutes les mises à jour sur la géopolitique. Nous publions des vidéos quotidiennes qui couvrent les spécifications, les tactiques, les événements du jour et des analyses approfondies de ce qui se passe exactement dans la guerre. Sur le plan tactique, plutôt que de mener des assauts frontaux, les équipages ukrainiens de Rosomak sont employés pour des frappes à distance et des embuscades rapides, recevant les coordonnées des cibles et se positionnant. Déchaînent ce canon de 200 coups par minute sur des positions d'infanterie ou des bâtiments fortifiés, puis se retire avant que l'artillerie ou les drones russes ne réagissent. Un équipage dit s'être approché à environ 400 mètres, près de Vovchansk, pour aider à dégager une tête de pont sur la rivière afin que l'infanterie ukrainienne puisse traverser. Et un autre engagement où ils se sont approchés à environ 150 mètres d'un bâtiment de 2 étages abritant des troupes russes retranchées, démolissant la structure pour couvrir un repli ukrainien. Au-delà du combat direct, ces véhicules ont également été utilisés pour soutenir les ingénieurs de l'armée, mettant en place des points de franchissement de rivière la nuit en transportant du personnel et du matériel, et pour évacuer des soldats blessés sous le feu. Cela montre la polyvalence de cette plateforme sur le terrain. Reste à savoir combien de ces véhicules sont réellement en Ukraine pour ce rôle tactique. Le gouvernement polonais a annoncé en avril 2023 qu'il avait fourni 200 KTO Rosomak à l'Ukraine. Et ce chiffre de 200 livrés revient régulièrement, ce qui laisse penser qu'il y en a au moins autant sur place. La 21e brigade mécanisée ukrainienne aurait été la première unité à commencer à recevoir ces véhicules à l'été 2023. Et la 44e brigade mécanisée indépendante, l'unité qui a été interviewée par un média, les utilise également maintenant. Ce qui nous indique qu'il existe une véritable flotte répartie entre plusieurs formations ukrainiennes. Alors, quelle est la suite de ce partenariat? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car la Pologne et l'Ukraine ne se contentent plus d'une simple relation donateur-bénéficiaire. Au contraire, ils s'orientent vers la fabrication conjointe d'armes. En février 2026, le Premier ministre polonais Donald Tusk et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé une lettre d'intention à Kiev. Ils se sont engagés à une production conjointe d'armes et de munitions dans des installations situées à la fois en Pologne et en Ukraine, avec un accent initial sur les drones. Tusk a qualifié cela d'aboutissement de mois de travail pour lever les obstacles freinant le transfert de technologie entre les deux pays,
les deux parties le présentant comme une initiative suivie d'effets concrets plutôt que de simples paroles symboliques. Et nous voyons déjà cela se traduire par des programmes spécifiques. Le canon automoteur ukrainien Bodana de 155 mm, l'une des véritables réussites nationales de l'artillerie du pays, sera produit en Pologne. Grâce à une coentreprise entre la société polonaise Poner-Wadowice et l'usine ukrainienne de construction de machines-outils lourdes de Kramatorsk, avec le partenaire polonais détenant une participation majoritaire de 51%. Le projet consiste à installer ce système d'artillerie ukrainien sur des châssis adaptés aux exigences de la Pologne, permettant à Varsovie de remplacer ses vieux obusiers Dana conçus en Tchécoslovaquie, tout en offrant à l'Ukraine son tout premier client étranger pour un système d'armes conçu localement. C'est un changement important, car cela signifie que l'ingénierie ukrainienne éprouvée au combat commence à intégrer l'arsenal d'un pays de l'OTAN, et pas seulement l'inverse. Cela s'inscrit dans un cadre plus large polono-ukrainien appelé « Construire avec l'Ukraine », lancé à la Dusodmi 2025, qui est spécifiquement conçu autour de co-entreprises, où l'Ukraine fournit une expertise acquise au front, notamment pour les drones, les systèmes d'interception et la guerre électronique, tandis que des partenaires européens comme la Pologne offrent capitaux, usines et certifications pour vendre dans l'UE. Ce modèle permet aux entreprises ukrainiennes d'accéder aux marchés européens difficiles d'accès, tandis que la Pologne profite d'une ingénierie éprouvée au combat et développée en 3 ans de conflit, sans avoir à mener elle-même ces mêmes essais sur le champ de bataille. Les progrès sur certains des accords intergouvernementaux spécifiques auraient été plus lents qu'espérés. Les ministres de la Défense polonais et ukrainiens n'ont signé leur déclaration sur le renforcement des relations qu'en septembre 2025. Mais la direction est claire et appuyée par de réels investissements financiers. La Pologne est le principal bénéficiaire du nouveau programme de prêt Safe Defense de l'Union européenne. Et une part notable de ce financement est explicitement réservée au soutien de projets conjoints avec l'Ukraine. En plus des technologies de drones et de lutte anti-drone, de l'intelligence artificielle et des munitions de précision à longue portée. L'Ukraine, de son côté, compte également sur la participation continue de la Pologne au programme Pearl, qui canalise les achats d'armes financés par l'Occident via l'OTAN vers l'Ukraine et reste essentiel pour maintenir les stocks de la défense aérienne ukrainienne. Ce qui nous amène à la vision plus large derrière tout cela. La Pologne n'arme pas l'Ukraine seulement par bon voisinage. Elle construit en même temps ce que ses propres dirigeants disent ouvertement vouloir faire d'elle, la force militaire la plus importante et la mieux équipée d'Europe. Les dépenses de défense de la Pologne pour 2026 sont fixées à environ 4,8% du PIB, le ratio le plus élevé de tous les membres de l'OTAN. Et de loin, ce qui représente environ 55 milliards de dollars consacrés à la défense en une seule année. C'est déjà la plus grande part du PIB qu'un pays de l'OTAN consacre à son armée, devant les États baltes, devant les États-Unis et bien devant l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. Le Premier ministre Tusk a annoncé que la Pologne aura la plus grande armée, la plus forte croissance économique et les plus grands investissements de la région. Comme ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz a affirmé que la Pologne vise à avoir l'armée la mieux organisée et équipée du continent. Ces dépenses ne servent pas uniquement à acheter du matériel stocké dans des entrepôts. La Pologne revoit aussi le nombre de personnes servant réellement. Le gouvernement a envoyé des centaines de milliers de convocations médicales aux hommes en âge d'être conscrits, aux femmes et aux citoyens de plus de 50 ans, les inscrivant dans le système militaire, même s'ils ne sont pas immédiatement appelés. Cela est renforcé par une enquête qui a révélé que les Polonais sont de plus en plus favorables à la conscription. En 2022, les sondages montraient que seulement 35,7% des personnes étaient favorables au rétablissement du service militaire obligatoire pour les hommes, tandis que le sondage de 2026 a indiqué qu'environ 52% des personnes interrogées soutenaient le service militaire, avec 31% qui le soutiennent fermement. En même temps, la Pologne investit dans sa propre indépendance industrielle d'une manière qui va bien au-delà de l'achat de matériel étranger. Le groupe polonais d'armement a récemment signé un accord pour construire une installation nationale capable de réviser les moteurs à turbine à gaz qui alimentent les chars Abrams américains, ce qui signifie que la Pologne deviendra le seul pays en Europe capable d'entretenir ces moteurs sans avoir à les renvoyer aux États-Unis. La Pologne a également mis en orbite ses propres satellites de reconnaissance et fait avancer son projet de première centrale nucléaire, dont le début des travaux est prévu pour 2028. Du côté du financement, la Pologne vient de devenir le premier pays à signer effectivement son accord de prêt dans le cadre du nouveau programme Safe Defense de l'UE, recevant près de 44 milliards d'euros, soit environ
45 milliards de dollars, de loin la plus grande allocation parmi tous les États membres, devant la Roumanie, la France et l'Italie. Environ 2/3 des équipements achetés avec cet argent doivent provenir de fournisseurs de l'UE, de l'espace économique européen ou d'Ukraine. Les responsables polonais ont clairement indiqué qu'une grande partie de cette somme ira à des programmes conjoints avec l'Ukraine, en plus des investissements dans les drones et systèmes anti-drones, l'intelligence artificielle et les munitions de précision à longue portée. Cela dit, cela ne s'est pas fait sans heurts. Le président polonais a initialement opposé son veto à une partie du mécanisme de financement en raison de préoccupations liées à la souveraineté, et Varsovie a dû restructurer la façon dont l'argent circulait en conséquence. Ce qui rappelle que même dans un pays qui avance aussi agressivement sur la défense, la politique de financement reste véritablement contestée. Combinez cette flambée des dépenses intérieures avec le programme de prêt SAF, les achats en cours de chasseurs F-35, des chars Abrams et des systèmes sud-coréens, vers lesquels la Pologne s'est tournée pour des livraisons plus rapides que les fournisseurs occidentaux. Et une industrie nationale de l'armement en expansion, coproduisant désormais des armes avec l'Ukraine. Et ce que nous voyons se dessiner n'est pas seulement un soutien à Kiev, c'est l'émergence d'une véritable puissance militaire sérieuse sur le flanc est de l'OTAN, dont le réarmement et le soutien à l'Ukraine sont devenus les deux faces d'un même projet. La Russie a passé plus de 1500 jours à essayer de capturer un minuscule village ukrainien. Des chars, de l'artillerie, des essaims de drones, des milliers de soldats. Et elle n'a toujours pas gagné. Ceci n'est qu'un autre assaut raté. C'est l'un des exemples les plus clairs de pourquoi l'invasion russe est devenue une guerre aux pertes vertigineuses et aux gains de plus en plus faibles. Et malgré le fait d'y avoir engagé presque tous ses moyens, le Kremlin n'arrive toujours pas à le prendre. Le village en question s'appelle Mala Maladokmachka, et ce n'est pas le genre d'endroit qui se distingue sur une carte. Il ne fait guère plus de 3 miles carrés, soit 8 km carrés, et abritait un peu plus de 3000 habitants avant l'invasion. Il est situé dans le district de Polohi, au centre de Zaporizhia, à environ 37 miles, soit 60 km, de la ville de Zaporizhia elle-même. Il n'a aucun monument connu ni attraction notable. Avant la guerre, il était surtout connu localement pour son usine de briques, où de nombreux habitants travaillaient autrefois. En bref, il ressemble à tant d'autres localités ukrainiennes disséminées à travers le pays, dont des centaines ont littéralement été capturées par les forces russes au fil des années. Pourtant, cet endroit, qui semble si banal au premier abord, a été comparé à certains des lieux les plus célèbres de l'histoire militaire. De Carthage à Constantinople, Leningrad, Alexandrie, Troie et Verdun. Pourquoi ? Parce qu'il s'est avéré presque impossible pour la Russie de le capturer et de le contrôler. Characters, obus, groupes d'assaut et colonnes blindées. Les forces du Kremlin ont tout lancé contre ce minuscule endroit sans aucun résultat. À ce jour, il reste sous le contrôle de l'Ukraine. Pour comprendre comment et pourquoi, nous devons revenir sur le parcours du village depuis le début de l'invasion. Car il n'a pas fallu longtemps pour que Maladokmachka ressente la fureur de l'armée russe. En réalité, il est proche des lignes de front depuis le début de la guerre, lorsque les forces du Kremlin ont envahi Zaporizhia et pris rapidement des dizaines de petites villes et villages qui n'étaient tout simplement pas prêts à faire face à une attaque d'une telle ampleur. À cette époque, Maladokmachka n'était qu'un nom de plus sur la liste sans cesse croissante des localités tombées aux mains de la Russie, alors qu'il semblait que Poutine obtiendrait exactement ce qu'il voulait, et que sa soi-disant opération militaire spéciale serait un succès incontesté. Mais dans les semaines qui ont suivi, l'Ukraine a réussi à stabiliser la situation. Son armée et ses citoyens se sont levés et ont riposté, repoussant les envahisseurs, repoussant les Russes et reprenant de nombreuses localités qui leur avaient été brutalement arrachées, y compris Maladokmachka. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En juin 2022, le village a été violemment bombardé alors que des obus russes pleuvaient du ciel. C'était déjà une petite localité clairsemée avant le début de la guerre, mais le bombardement russe n'a presque rien laissé debout. Des maisons et bâtiments présents depuis des décennies, ayant survécu à la famine ukrainienne et à l'occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale, ont été réduits en ruines. Le bâtiment du conseil de Maladokmachka en faisait partie, et le pénitencier voisin, qui avait été évacué plus tôt pendant la guerre, a également subi de graves dégâts. Voyant leur foyer sous le feu, de nombreux habitants ont été contraints de fuir, faisant chuter la population de plusieurs milliers à quelques centaines. Beaucoup étaient âgés, malades ou refusaient de quitter le lieu où ils avaient grandi. Beaucoup d'entre eux, après tout, avaient des souvenirs heureux de toute une vie dans cet endroit,
et ont depuis partagé des histoires avec des journalistes sur la façon dont les villageois passaient la plupart de leur temps dans le village même, à jouer de la musique, chanter des chansons, s'occuper de leur jardin et discuter avec leurs voisins. À l'époque, il semblait que la Russie aurait peu de mal à reprendre Malatok-Machka et à mettre fin une bonne fois pour toutes à ces histoires paisibles et joyeuses. Et malgré sa petite taille et le fait qu'il ait été pratiquement décimé par les bombardements, le village conservait une valeur stratégique importante pour les troupes du Kremlin, puisqu'il était situé juste à côté de la route TO 815, une route logistique locale clé reliant Orikhiv et Polohi. Si la Russie parvenait à capturer Malatok-Machka, elle pourrait utiliser ce village en ruine comme tremplin pour progresser davantage dans la région, avançant vers la ville d'Orikhiv, porte d'entrée, avec pour objectif ultime de prendre la capitale régionale elle-même. Comme le dit Dmitro Pelik, chef des communications de la 118e brigade mécanisée indépendante d'Ukraine, l'unité qui défend la zone depuis 2023. Malatok-Machka est la porte sud d'Orikhiv. Si ces salauds entrent dans le village et y ajoutent des unités de drones, la vie en ville deviendra encore plus cauchemardesque. Pourtant, les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois et les Russes n'arrivent toujours pas à prendre le village. Au printemps 2023, l'endroit était en ruine. La plupart des maisons avaient été détruites. Des cratères remplaçaient les anciens jardins fleuris et pommiers, les rues bordées de décombres. Ceux qui ont choisi, ou n'avaient pas d'autre choix que de rester dans la région, ont dû vivre sous la menace constante des bombardements, tout en survivant sans les besoins essentiels comme l'eau potable ou l'électricité pour leurs habitations. Ils passaient la plupart de leur temps cachés dans les sous-sols, mais au moins des soldats étaient présents pour les protéger. Les équipes de drones se réfugiaient dans l'ancienne prison et les immeubles d'habitation voisins, lançant leurs véhicules aériens sans pilote, UAV, dans les airs pour surveiller les environs et frapper les équipements et les troupes russes qui osaient s'approcher de trop près. Et le 7 juin 2023, l'Ukraine a décidé qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Armés de nouvelles armes fournies par leurs alliés occidentaux, la 47e brigade d'assaut et la 33e brigade mécanisée ukrainienne ont lancé une contre-offensive de grande envergure, visant à repousser les Russes loin de Malatok-Machka et à les chasser complètement de la région de Zaporijia. Leur tactique n'était pas à la hauteur de leurs ambitions au début. La première tentative fut un désastre. Une colonne de chars ukrainiens a essuyé des tirs de missiles anti-chars en tentant de traverser un champ de mines près du village. 25 véhicules ont été endommagés ou détruits au total, dont 5 chars Léopard 2. Les soldats ayant été forcés d'abandonner leurs véhicules et de ramper désespérément, eux et leurs camarades blessés, vers un endroit sûr. Pendant 3 jours consécutifs, l'Ukraine a tenté sans succès de repousser les Russes, subissant de lourds tirs et étant contrainte de battre en retraite à chaque fois. Et l'ampleur de leurs pertes était si grave que de nombreux experts militaires ont commencé à exprimer de sérieux doutes quant à la capacité de l'Ukraine à se défendre, même avec le soutien occidental. Cependant, comme les dernières années l'ont prouvé, l'Ukraine a une capacité remarquable à faire mentir les sceptiques. Après la déception initiale, ses forces se sont regroupées et ont changé de tactique, ce qui a rapidement conduit à des résultats bien plus positifs. Vers la fin du mois, le général de brigade Oleksiy Romov a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris près de 3 km de territoire dans la région. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était déjà quelque chose. S'ensuivit une longue période de combat positionnel où les deux camps échangèrent des coups sans qu'aucun ne progresse vraiment. La situation est tombée dans une impasse, les forces russes tentant d'avancer vers Malatok-Machka de différentes manières, mais se retrouvant constamment incapables de réaliser les percées majeures exigées par leurs commandants. Ils ont essayé toute une gamme de tactiques, allant de l'envoi de chars et de véhicules de combat d'infanterie à l'utilisation de drones et de petites escouades de soldats envoyés en chair à canon. Rien n'a marché, car Malatok-Machka avait une caractéristique unique qui la distinguait des autres localités ukrainiennes. Un don distinctif offert par Mère Nature elle-même, qui rendait ce village bien plus facile à défendre et beaucoup plus difficile à capturer que tant d'autres. Mais avant d'expliquer exactement de quoi il s'agit, si vous voulez plus d'analyses de ce genre, assurez-vous d'être abonné à l'émission militaire. Nous décryptons ce genre de sujet chaque semaine. Maintenant, la raison de la résilience de Malatok-Machka est géographique et elle est liée à l'une des leçons militaires les plus anciennes et les plus importantes de tous les temps. En temps de guerre, les hauteurs constituent un avantage inestimable. Le village lui-même se trouve dans une vallée de plaine, mais il est entouré de terrains surélevés. Le contrôle de ces hauteurs offre une vue dominante sur des kilomètres à la ronde, ce qui rend la zone stratégiquement importante. Pour les forces qui tiennent ces hauteurs, il devient remarquablement facile de repérer et de suivre les mouvements ennemis.
Peu importe ce que fait la Russie, qu'elle envoie des chars, des soldats ou des motos, les défenseurs de Mala Tokmatchka peuvent les voir arriver. Ils suivent leurs mouvements, localisent précisément leur position, prédisent où ils seront quelques minutes plus tard et comptent sur l'artillerie et les drones pour les éliminer. Grâce à leur position en hauteur, ils gardent toujours une avance et sont rarement pris au dépourvu. De plus, leur résistance prolongée à Mala Tokmatchka leur a permis d'établir plusieurs lignes de défense. Dans le village, ils ont trouvé de bonnes cachettes, des positions d'embuscade et posé des mines dans les champs qui entouraient la localité et canalisé les Russes le long de chemins évidents, faciles à surveiller. Il n'est donc pas surprenant que le village soit resté sous contrôle ukrainien tout au long de 2023. 2024 est bien avancé dans 2025 également, mais dans les dernières phases de 2025, quelque chose s'est produit qui a menacé de faire prendre à l'histoire du village une toute autre direction. C'est le 20 octobre, pour être exact, que la Russie a commencé à intensifier la pression. Le Kremlin avait ordonné aux forces de première ligne d'être plus agressives et de capturer rapidement un maximum de territoire, surtout dans la région de Zaporijia. Là-bas, Moscou a dépêché une vaste colonne mécanisée composée de 4 chars, 12 véhicules de combat d'infanterie, 8 transports de troupes blindés et 2 véhicules de mobilité Tigre, soit 26 véhicules blindés au total, pour s'emparer définitivement de Mala Tokmatchka. L'opération s'est déroulée aussi mal que la contre-offensive ukrainienne de 2023, car presque toute la colonne a été détruite par des drones et de l'artillerie. Les images des suites de l'attaque ont révélé les carcasses calcinées et les châssis fumants des chars et véhicules d'infanterie russes. L'Ukraine a également signalé que plus de 30 soldats russes avaient été tués lors de l'assaut, ce qui, ajouté aux nombreuses autres tentatives de prise du village, signifie que la Russie a sacrifié plus de 2000 vies en essayant sans succès de prendre ce minuscule hameau. À bien des égards, c'est un microcosme du conflit plus large. En de nombreux autres endroits, tout au long de la ligne de front, la Russie a gaspillé chars, véhicules et d'innombrables soldats pour atteindre ses objectifs. Mais encore et encore, l'Ukraine a trouvé des moyens de les arrêter net. En conséquence, le Kremlin n'est pas plus près de la victoire aujourd'hui qu'il ne l'était en 2022. Et en réalité, il est repoussé dans de nombreuses zones, tout en subissant un nombre croissant de pertes chaque mois qui passe. Mais il ne semble jamais tirer de leçon. Même après l'attaque ratée d'octobre contre Mala Tokmatchka, les commandants russes n'ont pas simplement accepté que le village était perdu d'avance et cherché un moyen de le contourner. Ils ont continué à lancer assaut après assaut en comptant de moins en moins sur les chars et les blindés au fil du temps et de plus en plus sur de petites équipes d'assaut. Cela n'a pas fonctionné. La Russie est tombée plus bas et a utilisé un autre de ses tours favoris, le mensonge. Le 16 novembre 2025, le ministère de la Défense a affirmé que le village avait été complètement libéré. Sur les chaînes de télévision d'État également, des soi-disant experts militaires comme Boris Rosine affirmaient que l'armée progressait vers Mala Tokmatchka. Il y avait juste un problème. Rien de tout cela n'était vrai, et l'Ukraine avait les preuves pour le démontrer. En fait, l'une des principales agences médiatiques du pays, United 24, a compilé une série de séquences montrant ce même expert faire exactement la même déclaration mois après mois. De mai 2025 jusqu'en avril 2026. Encore et encore, il affirmait que la Russie était à quelques jours de prendre Mala Tokmatchka. À chaque fois, c'était un mensonge. L'Ukraine a continué de contrôler la localité même pendant les derniers mois difficiles de 2025 et continue de le faire en 2026. En fait, le village a récemment célébré le remarquable cap de plus de 1500 jours sans être pris par les Russes. Comme le note United 24, cela place le village devant des lieux comme Carthage et Leningrad parmi les plus longs sièges de l'histoire. Ces autres exemples étaient d'immenses villes exceptionnellement bien défendues. Pourtant, malgré leur taille et leur fortification, même ces sièges légendaires ont été plus courts que la bataille pour ce minuscule village. Et du moins pour l'instant, l'histoire continue de s'écrire dans cette minuscule poche d'Ukraine. Le 24 juin 2026, par exemple, le porte-parole des forces de défense du sud de l'Ukraine, Vladislav Voloshin, a rapporté que la Russie menait toujours des assauts près du village, mais qu'elle n'avait une fois de plus réussi à réaliser aucune avancée notable. La semaine dernière, l'ennemi a tenté plusieurs jours consécutifs d'écarter les forces ukrainiennes de Mala Tokmatchka et d'entrer dans la localité. Ils ont ainsi mené une attaque majeure avec des véhicules motorisés légers une fois. Le lendemain, l'ennemi a tenté d'assaillir les positions ukrainiennes dans la localité, sans réussir à avancer ni capturer de terrain sur ce secteur du front.
Quelques jours plus tôt, à la fin du mois de juin, tout un peloton, circulant sur plus de 20 motos et 10 quads, équipés de charrues, a tenté de se frayer un passage à travers les champs de mines entourant la localité et utiliser des systèmes de guerre électronique pour neutraliser les essaims de drones ukrainiens. Eux aussi ont échoué lamentablement. Les défenseurs ukrainiens ont anéanti toutes les squads d'assaut, tuant ou blessant environ 36 soldats, sans subir la moindre perte. Malgré ces innombrables échecs, Voloshin note que la Russie reste pleinement déterminée à cibler le village, mais le Kremlin a de plus en plus de mal à organiser ses assauts. Pour réussir à approcher suffisamment d'hommes pour prendre d'assaut la localité par exemple, les commandants russes devaient d'abord transporter leurs troupes à travers les soi-disant zones meurtrières, où les drones d'attaque et de bombardement ukrainiens patrouillent dans le ciel, cherchant et détruisant tout ennemi entrant dans leur champ de vision. Donc, même si la zone autour de Mala-Tokmatchka reste une section très dangereuse du front, elle semble être bien plus dangereuse pour la Russie que pour l'Ukraine. C'est sans doute la critique la plus accablante contre l'armée de Moscou depuis le début de la guerre, alors qu'elle est censée être la deuxième force militaire mondiale. Elle est censée avoir les meilleurs chars, une artillerie inégalée et des stocks presque inépuisables de bombes, munitions, drones et obus. Elle est censée avoir parmi les soldats les plus endurcis, des vétérans aguerris, prêts à risquer leur vie pour mère Russie et à payer le prix ultime au service de leur patrie. Pourtant, elle n'arrive pas à prendre Mala-Tokmatchka, et ce n'est même pas une grande ville. Ce n'est même pas une petite ville. Elle n'a pas été conçue pour résister à un siège, mais pour offrir un foyer paisible à quelques milliers de personnes. Pourtant, elle est devenue une forteresse, mentionnée aux côtés de Rome et Jérusalem. Cela ne devrait pas arriver. C'est illogique et insensé. Pourtant, l'une des armées les mieux financées et équipées au monde n'a pas réussi à prendre un minuscule village. Elle ne s'est pas simplement couverte de honte. Elle a brisé l'illusion de puissance sans limite que Poutine a mis tant d'années à construire. Il a patiemment forgé et diffusé l'idée que la Russie devait être crainte et que la machine de guerre de Moscou écraserait toute opposition. C'est cette même illusion qui a provoqué une onde de choc dans le monde entier lorsque la Russie a lancé son invasion en février 2022. Le monde entier y a cru et pensait que la guerre serait une victoire rapide et facile pour les forces du Kremlin. Mais petit à petit, l'illusion s'est effondrée et la réalité humiliante de la véritable vulnérabilité de la Russie a commencé à apparaître. Nulle part cette vulnérabilité n'est plus évidente qu'à Mala-Tokmatchka, où la 118e brigade mécanisée indépendante d'Ukraine continue de se retrancher, de défendre sa terre et de repousser une attaque russe après l'autre. De temps en temps, l'Ukraine propose une stratégie qui semble folle à première vue, mais qui fait des merveilles lorsqu'elle est mise en œuvre. Nous observons actuellement cette stratégie à l'œuvre. L'Ukraine a identifié le point faible le plus étrange de la machine militaire russe, et elle l'attaque avec enthousiasme. Ce ne sont pas des raffineries de pétrole. Il n'y aura aucune attaque contre des dépôts pétroliers, des camions-citernes ou des camions de ravitaillement ici. L'Ukraine a pris pour cible le réseau postal russe. Et ce faisant, elle s'assure que chaque Russe souffre tellement qu'il se retourne contre Poutine pour avoir lancé son invasion insensée. Tout se résume à un seul mot. Wildberries. Souvent appelé l'Amazone russe, Wildberries est un rouage clé de l'économie russe, et comme vous allez bientôt le découvrir, de son armée. L'entreprise est gigantesque. Désormais évaluée à plus de 12 milliards de dollars, Wildberries effectue environ 4 millions de livraisons chaque jour, ce qui représente 1 milliard 460 millions de livraisons par an. Et elle vend pratiquement tout. Des dizaines de petites entreprises russes dépendent du bon fonctionnement de Wildberries pour pouvoir exercer leurs activités. De plus, l'entreprise compte parmi les rares en Russie à se procurer des produits censés être sanctionnés, y compris des articles proposés par de grandes marques, des drones et certains composants qui, par hasard, ont des applications militaires. Le russe moyen voit juste leur version d'Amazon. L'Ukraine y a vu une cible. Ces derniers jours, l'Ukraine a visé Wildberries par des frappes de drones répétées, détruisant les entrepôts de l'entreprise. Au cours du week-end, à partir du 18 juillet, l'Ukraine a frappé l'entrepôt Wildberries à Elektrostal, qui se trouve à seulement quelques kilomètres de Moscou. L'entrepôt a brûlé. Une nouvelle frappe à Khotovsk, dans la région de Tambov en Russie, à environ 400 km de la frontière ukrainienne, a détruit un deuxième entrepôt. Des victimes ont été recensées. La Russie déclare que plus de 80 blessés et 8 morts sont à déplorer après ces frappes. Et selon le Washington Post, des images sur les réseaux sociaux montrent que les deux entrepôts ont été presque détruits. L'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Le 22 juillet, Euromaidan Press a rapporté que l'Ukraine avait également frappé l'entrepôt Wildberries à Krasnodar, où jusqu'à 30 explosions
ont été entendus dans une installation qui serait le 4e plus grand entrepôt exploité par la société. Les images de l'attaque révèlent les mêmes résultats que précédemment. D'immenses incendies et d'épais piliers de fumée noire s'élèvent à plusieurs kilomètres de hauteur. À Nevenomisk, dans le kraï de Stavropol, une autre installation Wild Berries a été touchée par des drones ukrainiens. Cet entrepôt, le 6e plus grand du réseau de l'entreprise, est aussi en feu. Les images le prouvent. Il y en a d'autres. Un jour ou deux avant ces dernières frappes, l'Ukraine avait également visé le parc logistique Yuzhny Vrati à Domodedovo. Wild Berries utilise aussi ce complexe. À Kolodino, une frappe a été signalée contre un centre de tri Wild Berries, détruisant partiellement 2 grands entrepôts selon la presse Euromaïdan. Wild Berries a cette fois nié qu'il y ait eu d'importants dégâts. Le renseignement en source ouverte n'ont pas confirmé d'incendie sur le site, ce qui semble appuyer cela. Il y a aussi de rumeurs selon lesquelles l'Ukraine aurait visé une autre installation Wild Berries à Podolsk, qui se trouve également dans la région de Moscou, bien que ces rumeurs ne soient pas confirmées au moment de la réalisation de cette vidéo. Ce ne sont pas des frappes isolées, mais une campagne pour neutraliser l'équivalent russe d'Amazon. L'ampleur des dégâts économiques est énorme. Actuellement, les estimations tournent autour de 2 milliards de dollars en valeur de marchandises perdues, rapporte le Kiev Post. Ajoutez à ce chiffre 300 millions de dollars supplémentaires pour le coût de l'élimination des débris en feu dans les entrepôts et la réalisation des réparations. Et Wild Berries a un problème de taille. Plus d'un 1/6 de la valeur totale de l'entreprise est partie en fumée à cause des frappes ukrainiennes. Wild Berries a aussi annoncé un programme d'indemnisation pour les familles des victimes des attaques. 12 000 dollars pour une blessure, 25 000 dollars pour un décès. Voilà la valeur d'une vie humaine chez Wild Berries. La Russie est furieuse de ce qui vient de se passer sur son territoire. Sans la moindre trace d'ironie, la Russie accuse l'Ukraine d'attentats terroristes. À Tambov, le gouverneur Yevgeny Povouchov a qualifié la destruction de l'entrepôt Wild Berries du plus grand et du plus inhumain attentat terroriste contre notre région. Grigory Karasin, président de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération de Russie, a déclaré « Divers mots et épithètes me viennent à l'esprit en évaluant de tels actes. Je me contenterai d'un seul. Honte. » Ajoutant « Je suis convaincu que notre réponse sera à la fois rapide et résolue. » Peut-être pensez-vous qu'ils ont raison. Après tout, Wild Berries semble être une entreprise civile, axée sur les consommateurs. Les personnes qui travaillent dans ces entrepôts ne sont pas des soldats. Ce sont des Russes ordinaires qui essaient simplement de faire leur travail. Il y a sans doute une part de zone grise morale dans les récentes frappes ukrainiennes, du moins en apparence. Cependant, l'histoire de Wild Berries et les raisons des récentes frappes ukrainiennes sont bien plus complexes. Il ne s'agit pas simplement de l'Ukraine attaquant l'équivalent russe d'Amazon. C'est une histoire de vengeance, de manœuvres obscures autour du matériel militaire, de douleurs économiques et de pression psychologique. Tout cela se combine pour nous montrer la réalité de l'attaque contre Wild Berries. Nous commencerons par la vengeance, et ici, nous voyons l'hypocrisie de la Russie. Alors que les gouverneurs et les hauts responsables crient au terrorisme et agissent comme si ce que l'Ukraine vient de faire était d'une manière ou d'une autre sans précédent en 4 ans et demi de combat, ils ignorent tous commodément le fait que la Russie mène des attaques exactement comme celle-ci. Presque dès le moment où Poutine a réalisé que sa soi-disant opération militaire spéciale n'allait pas être la promenade de santé qu'il avait vendue au peuple russe. Le Kiev Post souligne que la Russie cible les installations civiles, notamment logistiques, comme élément clé de sa stratégie d'invasion. Des centaines de milliers de mètres carrés de sites logistiques ont été détruits. Des centaines de milliers de tonnes d'aide humanitaire, de médicaments, de livres, de vivres et des millions de marchandises et de colis ont été perdus, déclarent le média. Il note aussi que la Russie a cherché à paralyser les services postaux publics et privés ukrainiens. Plus de 400 véhicules postaux ukrainiens ont été détruits, ainsi que plusieurs centaines de bureaux de la poste nationale du pays. Les transporteurs privés n'ont pas été épargnés. Nova Pochta, qui est l'une des plus grandes entreprises privées de logistique en Ukraine, a vu 400 de ses centres de tri, terminaux et agences détruits, ce qui a entraîné 26 morts. La Russie a détruit le principal terminal de tri de l'entreprise à Kiev, environ un mois avant l'attaque de l'Ukraine contre Wild Berries. La Russie a également pris pour cible des centres commerciaux et de distribution gérés par des entreprises telles qu'Epicentre, le détaillant alimentaire ATB, la chaîne de supermarchés Silpo et la société Fodzi Cash & Carry. Rien que l'année dernière, plus de 500 000 mètres carrés d'entrepôts et de terminaux postaux ukrainiens ont été dévastés par des frappes russes, ajoute le Kiev Post. Quand la Russie crie au terrorisme, l'Ukraine répond « Regardez-vous dans un miroir ». La Russie a fixé la norme pour les attaques contre les installations logistiques privées. La Russie a été la première à affirmer mener ces frappes pour détruire du matériel militaire et empêcher l'Ukraine d'accéder à des biens sous sanction. L'Ukraine voit simplement ses actions actuelles à Wild Berries comme une revanche attendue depuis longtemps,
face à ce que la Russie fait depuis plus de 4 ans. Comme l'explique Ruslan Leviev, analyste militaire de l'équipe de renseignement sur les conflits, au Washington Post, on observe une spirale de vengeance. Vous attaquez nos pétroliers fantômes, nous ripostons sur vos cargos à Odessa. Vous frappez nos raffineries, nous visons vos stations-service. Ceci est la dernière évolution de ce style de guerre, œil pour œil, dent pour dent. L'Ukraine a annoncé à la Russie que si Moscou veut lancer un affrontement touchant à la logistique intérieure, elle est prête à y mettre fin. Mais cela ne répond pas à la question de la zone grise morale évoquée. La vengeance est méritée, dira l'Ukraine. Mais malgré tout, Wildberries est apparemment une entreprise civile. Le fait que l'Ukraine choisisse de la cibler pourrait donner lieu à des accusations selon lesquelles le pays aurait trahi sa propre approche, consistant à ne viser que des cibles militaires. Nous n'avons pas encore tout révélé. Wildberries est une cible militaire bien plus importante que la Russie ne le reconnaît, en essayant de faire passer l'Ukraine pour la méchante de l'histoire. Ce que nous allons révéler change tout. L'Ukraine a révélé les faiblesses inattendues de la stratégie militaire russe grâce à ses attaques. Avant de poursuivre, rappel, vous regardez l'émission Militaire. Nous offrons une vision complète, pas seulement les gros titres. Si cela vous plaît, abonnez-vous et activez les notifications pour retrouver nos vidéos régulièrement. Voici la vérité sur Wildberries. Depuis l'invasion lancée par Poutine, l'entreprise est un rouage clé de la machine de guerre russe. Une visite sur le portail e-commerce de l'entreprise le prouve. Évidemment, Wildberries ne vend ni artillerie ni missiles. Mais ce que vous trouverez, c'est un vaste choix de ce qu'on appelle souvent des biens à double usage. En d'autres termes, des produits qui peuvent être vendus aux civils, mais qui ont des applications militaires évidentes. Les drones sont partout sur Wildberries. Comme le souligne le Kyiv Post, une simple recherche du mot drone renvoie page après page de drones Mavic 3 et Mavic 4. Parmi beaucoup d'autres qui sont largement utilisés sur les champs de bataille comme châssis pour les drones FPV qui volent partout sur le front. En évoquant ces drones, Wildberries fait activement la promotion de nombreux drones, comme drones FPV, affirmant qu'ils seraient parfaits pour un soldat souhaitant tuer un ennemi ukrainien sur le champ de bataille. D'autres composants sont dissimulés plus sournoisement. Ils sont présents si vous regardez bien, révèle le Kyiv Post. Une recherche dans des catégories anodines comme l'électronique ou les pièces automobiles révélera des systèmes de rétention de charge utiles et des mécanismes de largage de bombes adaptables aux drones. Il y a même des drones dans la section enfants du portail en ligne. Et si vous allez dans la section vêtements, il ne vous faudra pas longtemps avant de trouver de l'équipement tactique qui peut être utilisé par des soldats. Cet équipement devrait être fourni par l'armée russe, mais ce n'est souvent pas le cas. De nombreux récits évoquent des soldats russes recourant au financement participatif pour s'équiper, comme l'a révélé un rapport de CNN en décembre 2022. Les Russes achetaient des gilets pare-balles et des bottes pour les soldats mal équipés de Poutine. D'après vous, d'où viennent ces produits ? Des entreprises comme Wildberries. Quand la Russie affirme que Wildberries est une entreprise civile qui ne devrait pas être visée par des attaques comme celles menées par l'Ukraine, elle omet volontairement que ce prétendu Amazon russe fait autant partie de la chaîne d'approvisionnement militaire que les entreprises de défense dans lesquelles le Kremlin déverse des milliards. Nous assistons à une stratégie russe habituelle qui se retourne contre nous. La Russie a perfectionné l'effacement des frontières entre logistique civile et militaire. Pour compliquer le choix des cibles pour l'Ukraine, et pour que les hauts responsables russes, pleinement conscients des attaques de leur pays contre les infrastructures civiles ukrainiennes, puissent accuser l'Ukraine de terrorisme. En réalité, chaque entrepôt Wildberries qui brûle actuellement contenait du matériel utilisable par l'armée russe. Cet équipement est maintenant détruit. C'est le point faible de la Russie. Leur réseau logistique, reposant sur des civils achetant des produits à double usage pour le front, vient d'être détruit. Devrait-on dire que c'est un point faible ? Il y en a un autre. La destruction des entrepôts de Wildberries affecte gravement les petites entreprises russes qui dépendaient de cette société pour leur fournir le stock dont elles ont besoin pour vendre à leurs clients. Wildberries réalise un chiffre d'affaires annuel allant jusqu'à 35 milliards de dollars. Elle représente ainsi plus de 10% du commerce intérieur en Russie, selon le Kyiv Post. Wildberries contrôle plus de 40% du marché russe de la vente au détail. Et c'est un élément clé de la chaîne d'approvisionnement pour des milliers d'entreprises russes. De nombreux entrepreneurs utilisent Wildberries comme les petits commerçants utilisent le service expédié par Amazon. Ils achètent du stock, le stock dans les entrepôts de Wildberries, puis vendent ce stock via la plateforme Wildberries. De nombreux propriétaires d'entreprises russes ont vu leur stock disparaître et paniquent, surtout après que Wildberries a refusé toute compensation aux clients ayant perdu du stock lors des attaques ukrainiennes. Des années de travail et des millions de dollars de marchandises viennent de s'évaporer pour de nombreux petits entrepreneurs. C'est fini les gars.
Beaucoup vont se réveiller en faillite aujourd'hui, car l'entrepôt de Krasnodar a brûlé, et brûle encore. Des amis de Krasnodar disent que c'est foutu. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait pas, rapporte le Kiev Post, selon un chef d'entreprise. Un autre, retenant ses larmes, a déclaré « Je veux que cette opération militaire spéciale finisse. Tant de morts et d'entrepreneurs en souffrance. Nous devons déposer des déclarations fiscales. Je ne sais quoi dire ou faire. Je souhaite la fin de cette opération militaire spéciale. C'est une déclaration clé concernant un autre objectif de l'Ukraine, lié à la destruction des entrepôts Wildberries, sujet que nous aborderons. Sur le plan économique, c'est vraiment le pire moment pour que les petites Russes soient autant touchées. Les PME russes sont déjà en difficulté, car la guerre de Poutine absorbe toutes les ressources, de la main-d'œuvre à l'argent, nécessaires à leur survie. Le 15 mai, le Moscow Times a rapporté que 209 000 PME avaient été liquidées en Russie au cours du premier trimestre 2026, ce qui représentait une augmentation de 9% par rapport aux chiffres de l'année précédente. Le commerce de détail a été l'un des secteurs les plus touchés, ce dont relèvent justement ceux qui utilisaient Wildberries pour leurs activités commerciales. Les taux d'intérêt élevés, la fiscalité et la baisse de la demande des consommateurs expliquent ces échecs commerciaux. Les propriétaires de PME en Russie payaient déjà le prix de la guerre de Poutine. L'inflation a explosé dans le pays et le rouble est l'une des devises les plus volatiles au monde. Car chaque décision de Poutine peut faire varier sa valeur. Les sanctions frappent durement ces entreprises, et beaucoup en Russie pensent que l'économie civile a été laissée pour compte, alors que les dépenses militaires de la Russie atteignent 8% du produit intérieur brut du pays. Ajoutez à ce mélange terrible la destruction de gigantesques installations Wildberries, et cela ne fait qu'aggraver la souffrance des PME russes, et par extension, d'une économie russe déjà en train de s'effondrer sous le poids de l'invasion de l'Ukraine. Une vague de faillite à l'automne est déjà annoncée par le président de l'Union russe des industriels et entrepreneurs, Alexandre Shokin, rapporte la Nouvelle Voix de l'Ukraine, alors qu'il réagissait à la nouvelle selon laquelle la Banque centrale maintenait le taux directeur russe à 14,25%. La vague de faillite est maintenant presque certaine. Des centaines, voire même des milliers de PME viennent tout juste de voir leur stock partir en fumée dans les entrepôts de Wildberries. Nous pensons que d'autres frappes suivront, ce qui nous amène à la dernière raison pour laquelle l'Ukraine a visé les installations de Wildberries. Une pression psychologique sur la population se reportera inévitablement sur Poutine. Depuis le début de sa guerre, Poutine a essayé de convaincre le peuple russe qu'il n'avait rien à craindre. Il leur disait que les combats avaient lieu à des centaines de kilomètres d'ici. Cette bataille se jouera à la télévision, non sur leur terre. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de tenir bon, et de laisser l'armée russe faire ce qu'elle est censée faire de mieux. Nous avons appris que la Russie échoue à atteindre ses objectifs militaires, tandis que l'Ukraine est devenue une puissance de frappe à longue portée en 4 ans et demi. La destruction des entrepôts de Wildberries est peut-être, depuis des années, le rappel le plus dévastateur pour un peuple russe épuisé par la guerre, que le combat lancé par Poutine est arrivé à leur porte. Le Kremlin ne peut pas cacher cela. Des millions de Russes seront touchés par la destruction de ces entrepôts. Des gens qui allaient bien hier se réveilleront aujourd'hui ruinés. Tout cela fait partie du plan de l'Ukraine pour provoquer assez de colère contre Poutine chez son peuple afin qu'il le pousse à arrêter la guerre. Vous vous rappelez cette exclamation douloureuse de ce client de Wildberries qui veut simplement que l'opération militaire spéciale prenne fin? C'est ce que l'Ukraine veut accomplir. Ce sentiment, cette humeur. Que tout devienne sombre, et Poutine en paiera le prix. Comme le dit Andrei Pivovarov, un militant russe vivant en exil, l'effet principal de ces attaques est psychologique. Quand Moscou et sa région voient un immense panache de fumée au-dessus de grands centres logistiques connus de millions de personnes, l'impact est bien plus fort que de simples rapports. Notamment quand il devient clair que de telles attaques ne peuvent pas être empêchées. Poutine ressent déjà la pression. Un article du 19 juin dans la Pravda indique que plus de 60% des Russes sont désormais lassés de la guerre sans fin de Poutine, selon des sondages internes. Ils n'en veulent plus. Ils veulent juste retrouver une vie normale. La popularité de Poutine baisse aussi. Le même média a rapporté le 17 juillet que la cote de popularité de Poutine est tombée à 66%, soit la baisse la plus rapide observée depuis le début de l'invasion. Ne croyez pas que ce chiffre sera accueilli avec enthousiasme par la plupart des dirigeants démocratiques. Poutine est un autocrate. L'opinion publique est censée être tellement contrôlée en Russie que personne ne dit un mot négatif à son sujet. Pourtant, un tiers des Russes affirment ouvertement ne pas être satisfaits de leurs dirigeants. Il y a probablement beaucoup d'autres personnes qui ressentent la même chose, mais qui n'ont pas encore assez d'assurance pour exprimer leurs sentiments publiquement. Les attaques contre les entrepôts de Wildberries accentuent la colère croissante envers Poutine. La Russie va accuser l'Ukraine. Elle tissera son récit de terrorisme,
Mais cela ne signifiera pas grand-chose pour les propriétaires d'entreprises qui font faillite, ou pour les soldats en première ligne qui ne reçoivent plus d'équipement, parce que les gens restés au pays ne peuvent plus leur en acheter. On observe ici une évolution de la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine. Les sites pétroliers et bases militaires continueront d'être happés. Plusieurs ont eu lieu les jours où les entrepôts Wildberries ont brûlé. L'Ukraine vient d'ajouter un nouveau type de cible. Après l'échec de son invasion initiale, la Russie a cherché à tenir plus longtemps que l'Ukraine, tout en assurant une stabilité intérieure pour soutenir l'invasion de Poutine. Or, cette stabilité est aujourd'hui sérieusement menacée, et l'objectif de durée reste loin d'être atteint. L'OTAN a promis 80 milliards de dollars à l'Ukraine pour les prochaines années. Ainsi, même si l'affaire Wildberries va bien au-delà d'un simple coup porté à l'une des plus grandes entreprises privées de Russie. Les incendies d'entrepôts perturbent la machine de guerre, et Poutine subit maintenant cette pression. Par ses attaques contre Wildberries, l'Ukraine montre qu'elle adapte sans cesse sa stratégie face à la Russie. Une évolution très différente, mais tout aussi remarquable, vient de se produire sur les côtes de la Crimée. Les drones de combat ukrainiens viennent de réussir une attaque digne d'un film, et ils l'ont fait d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo expliquant cette attaque et ses possibles conséquences pour la péninsule annexée. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer notre couverture du prochain coup de génie de l'Ukraine. Merci de nous avoir regardés.